Enlèvement contre rançon, assassinat, agression, l'actualité au Cameroun fait de plus en plus froid dans le dos. Même Yaoundé, capitale politique, qui devrait être la ville la plus sûre du pays puisqu'elle abrite les principales institutions étatiques, est devenue le théâtre de nombreux méfaits. Dernièrement, un mois ne passe plus sans qu'un drame ne s'y produise. La recrudescence de l'insécurité et de la criminalité au Cameroun, est-ce un mythe ou une réalité? Ce soir, on en parle avec nos invités que voici. Bonsoir, Suzanne Kalalobé. Bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous avoir. Moi aussi. On rappelle que vous êtes journaliste, éditorialiste et notre consultante ici chez Dash Media. Consultante ou journaliste et éditorialiste? J'aime pas le terme de consultant. Non, je trouve que c'est un peu aléatoire pour quelqu'un qui a exercé dans la profession en tant que tel. D'accord, on vous l'accorde alors. Merci. Journaliste et éditorialiste. Voilà. Et à ma droite, j'ai Alphonse Aïssi Abena, président du FOCACO. Bonsoir, Fondation Camerounaise des consommateurs. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. C'est un devoir et un plaisir d'être sur votre plateau. À ses côtés, nous avons Armand Noué, éducateur en droit civil, acteur de la société civile, mais surtout membre de CODAS Caritas Douala. Bonsoir, Armand. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs et merci de me convier à ce moment d'échange et de partage. Alors, insécurité et criminalité au Cameroun, augmentation, recrudescence de violence, est-ce un mythe ou une réalité? Je vais commencer par vous, Suzanne Kalalobé. Qu'est-ce qui pourrait être déjà à l'origine de cette recrudescence de violence et de méfaits dans la société camerounaise? À l'origine, il y a plusieurs causalités. Parce que quand une situation sociale devient aussi brûlante, devient aussi incertaine, devient aussi insécure et insalubre, c'est qu'il y a plusieurs causes. Et dans ces causes, il y a aussi beaucoup de responsabilités. L'une des premières causes peut être liée aux conditions socio-économiques et politiques dans lesquelles notre pays évolue et à l'insécurité individuelle que les gens sentent autour d'eux. Et cette insécurité individuelle conduit à la constitution d'un certain nombre de criminologies liées à la défense de la survie et à l'impératif de vivre. Et cet impératif de vivre n'est pas conduit par une morale au sens de « j'ai pas le droit de tuer », mais elle est conditionnée par l'urgence de survivre. Et cette urgence de survivre développe des violences absolument inacceptables. Ça, c'est l'une des causes. La deuxième cause, si vous voulez, c'est que nous sommes dans une société où la violence est devenue la légitime défense de tout être qui se sent en danger ou de tout être qui pense qu'il doit prendre le pouvoir. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui entre le Hamas et Israël et le niveau de violence, quelle que soit la causalité idéologique, on se rend compte que la violence est devenue la pierre de touche avec laquelle un certain nombre d'individus pensent pouvoir survivre dans la société. Le dernier élément peut être lié à ce que j'appellerais des causes infrastructurelles, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles les villes se développent, la précarité, la pauvreté et donc l'insécurité consécutive et la possibilité que des individus se baladent à droite et à gauche et fassent ce qu'ils veulent. Donc il y a plusieurs éléments de causalité, mais maintenant on peut se dire, est-ce que nous sommes dans une phase particulière où l'homicide, les féminicides grandissent? C'est là où il faut interroger les anthropologues, les sociologues, les politologues pour qu'on sache qu'est-ce qui a muté dans le comportement humain dans nos sociétés. Alors, quand je vous écoute parler, j'ai l'impression qu'il faut qu'on questionne un tout petit peu la responsabilité. Parce que si on est dans un contexte socio-économique qui pousse les gens à devoir poser des actes pour s'en sortir, est-ce que l'État n'a pas sa part de responsabilité? Je vous demande à vous, Alphonse. Il faut rappeler, c'est l'État qui est le premier responsable. Suzanne Kalalobé a cité les causes, mais n'est pas allé en profondeur. Il faut aller en profondeur. Il faut rappeler d'abord qu'il y a un site spécialisé sur les questions féminines qui a rapporté qu'en 90 jours, en 180 jours, donc pratiquement 6 mois, on a connu 48 assassinats. En 6 mois, 48 assassinats, c'est trop. Les chiffres même du MINAT qui parlait de près de 900 agressions, des détournements de trajets, etc. Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que nos villes, comme l'a dit Suzanne Kalalobé,
comment est-ce qu'on opère pour faire en sorte que les biens et les personnes se déplacent? Dans toutes les grandes villes, il y a des transports en commun, il y a des métros, il y a des tramways. Au Cameroun, pourquoi les 2 principales villes, le moyen de transport le plus utilisé par les usagers, c'est la moto? C'est inexplicable. Donc, il y a aussi cette deuxième cause qui est profonde. Le problème, c'est quoi? Vous avez vu, nous sommes chrétiens, on dit toujours, lorsqu'on fait cette prière, délivre-nous du mal et ne nous soumets pas à la tentation. Aujourd'hui, au Cameroun, on soumet les populations à la tentation. Imaginez le nombre de débits de boissons, le nombre de kiosques à Paris. Vous avez une jeunesse qui est qui croupit sous le chômage, mais qui participe au jeu d'argent. Et perdent, parce que le jeu d'argent, c'est à 90% l'organisateur qui rafle la mise. Donc maintenant, ceux qui ont perdu, comment est-ce qu'ils feront pour avoir à nouveau des revenus pour aller parier? Ça fait une augmentation donc des agressions. Toutes ces agressions, c'est parce que ces gens veulent avoir des moyens de subsistance, aller parier, aller dans les débits de boissons, se saouler la gueule, consommer des stupéfiants, etc. Ça devient un cycle infernal où on ne peut pas mettre un gendarme et un policier derrière tout citoyen. Donc, raison pour laquelle il faut donc des solutions macro. Les solutions macro, c'est quoi? 1, vous voyez, réguler le transport public au Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale a dit que non, chaque moto-tasman doit maintenant se réglementer. Comment vous pouvez réglementer lorsque vous avez un pays qui est tourné vers les importations à 80%? Ces jeunes, toutes ces motos que ces jeunes roulent dessus sont importées. Donc, on donne le travail à ceux qui sont en Chine. Pourquoi au Cameroun, 60 ans après les indépendances, on n'arrive pas à faire l'assemblage des motos pour créer de la valeur ajoutée, pour créer des emplois? Tout est importé. Vous importez tout. Vous êtes un pays uniquement consommateur. Vous êtes en train de créer, d'enfoncer votre jeunesse qui va croupir dans le chômage. Donc, il faut qu'on change de paradigme parce que le modèle économique actuel va que produire ce que nous voyons à l'heure actuelle. Parce que la jeunesse est exposée aux jeux de hasard. Tout ce qui prolifère à l'heure actuelle sont les débits de boissons. Ce sont les débits de boissons, comme vous voyez. C'est surtout les kiosques à tabac, les kiosques à jeux. On ne peut pas exposer notre jeunesse autant et croyant qu'on est en train de vouloir sauver les meubles. On ne peut pas, donc il faut qu'on se remette en question. La première responsabilité, c'est le gouvernement qui doit se donner les moyens afin d'éviter qu'on ne verse dans cette criminalité qui est devenue déjà galopante. Alors ça, c'est à votre niveau, et en tant que président du FOCACO, vous êtes vraiment au cœur de ce qui se passe dans la société et vous souhaitez que le changement vienne de ce côté-là. Je me tourne vers Armand Noué, qui est éducateur en droits humains. Déjà, je vais revenir sur la première question pour vous permettre de vous exprimer aussi, de savoir selon vous, qu'est-ce qui est à la cause de cette recrudescence de criminalité et d'insécurité au Cameroun? Oui, merci déjà. Tout en rachetant les causes énumérées par Madame Suzanne Kalomba et mon confrère à côté, je vais rajouter que nous traversons justement des périodes de crise en fait. Il faut savoir que le Cameroun a connu des crises un peu dans le temps, les coupeurs de route au niveau du nord Cameroun, après Boko Haram, à l'est avec tout ce qu'on a connu, et aujourd'hui dans 2 de nos régions, ces crises que nous vivons, avec un peu ces méthodes. On peut également voir le déplacement justement de ces phénomènes, parce que vous savez que ces crises-là avaient également ces méthodes d'enlèvement des personnes et pour justement des rançons dans ces crises-là. Et ça permet justement de comprendre que cela aujourd'hui dans nos villes peut aussi s'expliquer par peut-être la volonté de faire peur, peut-être, ça aussi on peut voir ça sous cet angle-là, mais on met beaucoup plus l'accent sur le malaise social que vivre la majorité des Camerounais, et aussi la question aussi je vais dire le fait que nous, citoyens, dans nos villes, nous ne nous connaissons pas suffisamment, parce que si on va revenir pour voir le mode opérandi de ces ravisseurs, on comprendra très bien que le plus souvent,
c'est des personnes qui maîtrisent très bien, qui ont fait des analyses, qui ont fait des repérages, parce qu'ils n'enlèvent pas toujours au hasard. C'est vrai qu'il peut arriver des enlèvements au hasard, mais dans la plupart des cas, surtout lorsqu'on arrive à demander des rançons, c'est qu'on a analysé justement l'environnement, c'est qu'on est soit parfois proche même de la famille, on connaît que si on le fait, on va demander ce rançon et que ces familles-là ou cette personne peuvent justement donner, parce qu'on ne peut pas également risquer nos vies, ou bien ces personnes ne peuvent pas risquer leur vie pour rien. Donc il y a tout ce phénomène, et ça relève aussi de ce que il n'y a pas cette solidarité. En fait, chez nous, en ville, on ne se connaît pas toujours. Parfois, dans des quartiers, on ne se parle pas. Vous pouvez vivre dans des quartiers sans connaître vos voisins. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'arrière-pays est plus sûr que les grandes villes. Parfois, oui, parce que dans nos villages ou dans l'arrière-pays, effectivement, on se connaît presque tous. Donc, on est parfois en alerte quand on voit sillonner quelqu'un, un étranger et tout ça. Dans nos villes, généralement pas. Peut-être parce qu'on est sous le poids du mal-être, peut-être on est à la course de la recherche du train-train quotidien. On n'a pas le temps, les questions de solidarité, vraiment, ce n'est plus vraiment ça. Ça aussi, ça peut expliquer en quelque sorte pourquoi on vit ces phénomènes-là de plus en plus dans nos villes. Alors, j'ai l'impression qu'on vient de parler des causes de la recrudescence de la criminalité. Moi, j'ai envie de dire que les politiques ont normalement pour rôle dans une société de veiller au bien-être de la population, à l'équilibre de la société et à l'amélioration de vie des citoyens. Est-ce qu'au Cameroun, en ce moment, ça se vérifie, Suzanne Kalalo? Pour moi, ce n'est pas ça la question. La question de fustiger ceux qui gouvernent, non, on fustige pas. En leur attribuant la responsabilité de la situation, elle est pour moi secondaire. Parce que, contrairement à ce que dit c'est M. Aïssi, non? Oui, Abena. Dans beaucoup de sociétés aujourd'hui, l'insécurité au quotidien est devenue une donnée. Quand on se rend compte du nombre de crimes commis aux États-Unis, en France, en Angleterre, impunis, liés à la violence de la société et la prédation de celle-ci, on se rend compte que le monde, et pas seulement le Cameroun, est entre les mains d'un système néolibéral prédateur qui légitime la violence. Et la légitimation de la violence, c'est à travers toutes les séries télévisées que l'on connaît, où on peut tirer sur qui on veut et quand on veut. Ça n'excuse pas forcément l'insuffisance des politiques. Mais je veux dire, s'arrêter au fait qu'il faut des nouvelles politiques de sécurité n'est pas suffisant. On ne s'arrête pas là, Suzanne Kalalo, mais on se demande, à partir du moment où on a les jeux, les paris sportifs, à partir du moment où on a tout ce qui constitue tous les éléments qui participent au grandissement de la criminalité, qu'est-ce que les politiques peuvent faire à leur niveau? Les politiques ne sont pas une abstraction du système néolibéral. Ils ne sont pas en dehors des logiques de ce système néolibéral. Le système néolibéral aujourd'hui offre au monde un tissu de violence, d'irresponsabilité et d'injustice dans lesquels il soumet les politiques. C'est-à-dire les politiques ne sont pas des éléments neutres dans nos sociétés qui n'ont pas eux-mêmes des intentions. Ils sont issus de quoi? Ils défendent quel ordre? Ils défendent pour quel ordre? L'idéologie de la Pacifique n'est pas une idéologie proprement des politiques actuelles. La preuve, c'est que la plupart de ces politiques participent à l'activation des violences du monde. Et moi, je pense que l'autre déficit, et je m'adresse à tous ceux qui ont d'autres idéologies, d'autres pacifismes, d'autres pragmatismes, comment on appelle ça? Il parlait de paradigme dans l'évolution de la société, c'est que ces idéologies, d'une certaine façon, sont en train d'être régression, parce qu'elles n'alimentent pas les comportements sociaux. Elles ne constituent pas ce que j'appellerais des contrepoids contre le poids actuel des politiques qui sont entre les mains des sociétés, des multinationales néolibérales. Par conséquent, moi, je ne peux pas me limiter à
attaquer les politiques ou à ne pas les attaquer. Je suis obligée de prendre en considération le maelstrom qui traverse le monde. Ce n'est pas pour autant que j'applaudis ce qui se passe chez moi. C'est pas pour autant que je félicite ce qui se passe aux États-Unis. Mais si je suis une bonne analyste, je suis obligée de prendre le phénomène dans toute son ampleur pour savoir comment est-ce qu'il peut y avoir des solutions. Mais l'un des problèmes majeurs des sociétés actuelles, c'est que les gens n'ont pas de paradigme créditeur sur la base desquels ils peuvent s'accrocher. Et que les églises, qu'elles soient judéo-chrétiennes, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient bouddhistes, qu'elles soient autres, ne constituent pas des paradigmes de solution pour les gens. Par conséquent, dans ce marasme socio-économique, dans cette désespérance politico-libérale, eh bien chacun choisit de vivre pour lui-même avec sa survie. Je ne me polarise pas sur la critique ou la concentration de « ils ont fait, ils n'ont pas fait ». Je m'intéresse à ce que ma société vit et j'essaye d'analyser, si vous voulez, les faiblesses de chaque acteur pour ne pas me polariser sur les responsabilités des uns ou l'irresponsabilité des autres. Ceci dit, c'est vrai que pour faciliter la discussion dans nos plateaux, les gens ont tendance à dire « le gouvernement n'a pas fait, le gouvernement doit faire, oh, pourquoi il n'a pas fait ?» Ok, qu'ils prennent le gouvernement, qu'ils prennent la responsabilité de la société et qu'ils voient s'ils sont capables. Prenons les sociétés soi-disant libérales, le niveau de violence dont on parle parfois un peu moins chez nous, le niveau de production de la violence que ces sociétés proposent. Je ne félicite pas ma société. Maintenant, quand vous dites que dans les villages, ça se passe moins, on n'en sait rien. Pourquoi ? Si, on couvre quand même l'actualité et non. On a l'impression Amandine, on n'en sait rien parce que chaque fois qu'il y a un mort dans les villages, on l'attribue à l'empoisonnement. Et on sait que l'insécurité dans les villages, elle n'est pas du tout contrôlée. Elle est liée à des rites, des crimes rituels. Ça existe dans les villes et dans les villages. Et c'est pour ça que je dis, je ne suis pas d'accord avec ce distinguo. C'est-à-dire, il faut analyser la somme des violences que notre société vit sans essayer de mettre des capuchons dans nos oreilles ou sur nos têtes, pour qu'on puisse prendre la mesure du phénomène de la violence et de l'insécurité que nous vivons tous, chacun au même moment. On reçoit des... Bon, moi je suis balienne, bien qu'habitant à Douala, mais quand un habitant dans mon village meurt, on attribue parfois cela à l'empoisonnement. Or, l'empoisonnement, c'est une autre forme de violence. Et dans les villages, ça existe. Les crimes rituels, c'est une autre forme de violence. C'est une insécurité. Je ne vais pas déplacer le débat là, mais j'accepte pas ce distinguo que vous avez proposé. C'est une très belle analyse qui nous édifie, même si vous n'avez pas répondu à ma question. Je me tourne vers Aïssia Abena, à qui je vais demander plus directement, est-ce que les législateurs proposent assez de lois pour dissuader ces criminels de commettre ces actes ? Mais c'est pour dire qu'il y a le Cameroun, il y a véritablement des tests juridiques. C'est l'application qui fait défaut. Il y a des tests. Quand vous regardez la loi sur la criminalité, la cybercriminalité, surtout le code pénal qui sanctionne même la consommation des stupéfiants, etc. Mais sur le plan de l'application, nous constatons donc qu'il y a une défaillance. L'État, parce que nous, en tant que citoyens, nous payons des impôts, nous sommes des contribuables. Et il y a des gens qui sont donc là payés pour assurer notre sécurité. Exactement. Je rappelle qu'il y a 2 centres de vidéosurveillance. Et récemment, on a inauguré le centre de la ville de Douala. Il y a le plus grand centre à Yaoundé. Mais comment est-ce qu'on n'arrive pas encore à faire comme les autres États font, la reconnaissance faciale? Pourquoi ? Parce que vous voyez, le problème va venir même dans la base. Pour faire la CNI, moi j'ai ma fille depuis 2020, n'arrive pas à avoir l'original de sa carte nationale d'identité. Elle n'a qu'un récépissé. Donc, on renouvelle... Avec ça, quelqu'un peut avoir double identité, commettre des forfaits, etc., etc. Donc, le B.A.B.A., c'est l'État du Cameroun qui doit mettre sur pied ces piliers. Nous disons, il y a un célèbre journaliste, père à son âme, Atebe Yene, qui avait écrit un livre, Crimes rituels, loge, secte, alcool, drogue, etc. Ça nous rattrape encore aujourd'hui. Dans toutes ses formes. Dans toutes ses formes. Et la jeunesse aujourd'hui n'est que le miroir de la société. Vous voyez, dans nos lycées, ils sont violents. Parce que, comme je le disais, tout est exposé. Le jeune a accès à tout au Cameroun. Il a accès aux jeux de hasard, il a accès à l'alcool. Et très tôt. On ne met pas de carnaval. Et vous voulez que ce jeune, demain, qui sera adulte, il aura quel comportement ? Il aura un comportement de brigand. On ne peut pas accepter que nous, on a fait donc une enquête de la Fondation camerounaise des consommateurs très récemment. Nous allons publier le rapport. Uniquement à Douala premier, vous avez
pratiquement 1000 salles de jeu et kiosques. 1000. Un arrondissement. 1000. Est-ce que c'est normal? Vous exposez votre jeunesse qui n'a pas d'emploi, qui doit aller parier. Parier, qu'ils ont quel revenu? Le revenu, ça sera le vol des cartables, le vol de l'argent. Et quand ils vont grandir, comme on dit, qui vole un œuf, volera un bœuf, donc ils vont devenir des grands bandits et on va mettre ainsi en difficulté nos forces de sécurité. Donc, il faut donc aller à la base pour essayer d'encadrer ces jeunesses. Il faut tout faire pour transformer tout ce que nous achetons, nous importons là. On peut produire sur place. Il faut trouver l'emploi au Camerounais. Il faut barrer la voie au jeu du hasard. Il faut limiter la prolifération des débits de poissons. Et ça, c'est le rôle C'est le rôle de l'État. Et il y a des lois dessus. Pourquoi cette tolérance administrative qui nous met aujourd'hui dans ces eaux troubles? Et on rappelle que nous sommes dans le même bateau. Parce que quand le bateau coule, il coule avec son capitaine. Armand, Noé, je me tourne vers vous. Vous avez quelque chose à dire? Oui, tout à fait. Je vais appuyer là-dessus parce que le premier responsable, parce que vraiment nous sommes désolés de tirer sur l'État, parce que c'est le premier responsable, c'est à lui que revient cette responsabilité en premier essor, ça c'est clair. Mais ce n'est pas le seul responsable, ça aussi c'est vrai. Nous aussi, citoyens, nous devions justement participer, contribuer. C'est pourquoi, au regard justement des actions des forces de maintien de l'ordre pour pouvoir éradiquer cela, demande toujours la contribution et la participation des populations. Donc, c'est important. Il faut également relever que, oui, on félicite effectivement cette multiplication des éléments, des vidéosurveillance dans nos villes, mais il faut également que ces vidéosurveillance travaillent dans le sens justement de traquer, comme on voit aussi également sur d'autres cieux, comment est-ce que ça a effectué et multiplier davantage ces vidéosurveillance dans nos villes, parce qu'il faut le dire que avec peut-être là aussi, peut-être il faut aussi déjà poser ce problème, ces préoccupations, parce que aussi lorsqu'on ne maîtrise pas la démographie, on peut également ne pas acquérir les infrastructures suffisantes pour pouvoir protéger la population. Donc, je pense que le fait de ne pas toujours nous donner les véritables démographies de notre pays peut permettre à ce qu'on n'ait pas des outils. Mais nous pensons qu'il faut multiplier ce style ces outils pour permettre à ce que... parce que le ravisseur, lui, il se rassure d'abord qu'il va commettre son acte et repartir sans être inquiété. Parce que si effectivement tout est mis en œuvre pour le dissuader, il ne le fera pas. Donc quand justement il se rend compte qu'il y a des failles, il utilise ces failles-là justement pour agir. Donc si les actions sont, ou bien les initiatives sont prises dans ce sens-là, ça les découragerait davantage et on vivra moins ces problèmes. C'est pas dit qu'on n'y aura plus ces éléments, parce qu'il faut aussi le dire qu'il y a d'autres éléments. Parce que à partir du moment où on reconnaît les canaux, les réseaux de trafic d'organes, cela aussi contribue à multiplier justement ce type d'opération. Or, comme il le dit, quand tout est connu sur les réseaux sociaux, vous pouvez communiquer, on ne peut même pas vous tracer plus facilement. Ça participe également à la multiplication justement de ces réseaux et les recherches de gains faciles permettent à ce que tout le monde veut aller vers ces réseaux et ça participe également à multiplier l'insécurité dans nos villes. Suzanne, alors on a là des éléments quand même qui démontrent assez que l'État a sa part de responsabilité et pourrait mieux anticiper ces actes-là. Je ne suis pas d'accord avec ce raisonnement qui me semble linéaire. Okay. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de responsabilité. Je dis que quand une société a à faire face à des problèmes aussi cruciaux, aussi violents, s'enfermer dans qui est responsable de quoi risque de nous conduire dans l'impasse. Vous dites que je n'ai pas répondu à votre question. Je n'ai pas répondu à votre question comme vous l'attendiez. Mais j'ai répondu à la question comme moi je l'ai comprise. Et ce sont mes réponses. Et l'une de mes réponses, c'est de dire que ne nous méprenons pas sur la complexité du phénomène de la violence et l'ensemble des atouts qui accompagnent la violence des individualités. L'une des questions que moi je me pose, et je m'adresse à ceux qui ont une autre idéologie de la société, c'est leur action pour agir sur les individualités. Okay. C'est leur action pour la paix.
C'est leur action pour le mieux vivre ensemble. C'est leur action pour la cohésion. C'est leur action pour rapprocher les gens. Et aucun gouvernement au monde, s'il n'est pas pris dans l'étau de la pression de ces organisations, ne pourra faire ce que vous pensez qu'il doit faire. Et je répète aujourd'hui que l'ensemble des gouvernements politiques sont pris sous l'étau des multinationales dans la conduite des guerres. On se rend compte que les guerres se multiplient en haut, en bas, à droite, et que des clans de violence naissent en haut, à droite, à gauche. Et pourquoi ils naissent ces clans? Oui, d'accord, on devrait appliquer les règles. Oui, d'accord, il faut la juridiction, la jurisprudence. Mais quand on regarde l'évolution de la paix dans toute société, on se rend compte qu'il a existé toujours des acteurs qui se battent pour d'autres valeurs. Aujourd'hui, les valeurs nouvelles... Haïti Abena avec nous, par exemple. Haïti, je ne vois pas les nouvelles valeurs qu'il prône, parce que chaque fois que je suis sur le même plateau que lui, il a sa cible. J'aimerais bien qu'il me donne ces nouveaux paradigmes. Ça me ferait bien plaisir de les entendre. Mais là n'est pas la polémique aujourd'hui. La question que vous avez posée, je la trouve importante. Mais par respect pour chacun de nous, chacun y répond comme il l'entend selon son opinion. Ensuite, chaque question que pose un journaliste à sa manière nécessite une réponse diversifiée à ma manière et à sa manière. Il n'y a pas une réponse unilatérale. Ma seule réponse, et c'est pour ça que j'ai accepté de discuter de ce problème, c'est qu'il est tellement énorme, il est tellement important qu'il faut qu'on le décrypte avec beaucoup de sagesse. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais eu quelqu'un qui a été kidnappé. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui a été violé à côté de moi, donc je ne sais pas quelle est l'horreur que l'on ressent. Mais ce qui est certain, c'est que l'horreur que vivent aujourd'hui les Camerounais peuvent être satisfaits par le discours de Haïti. Sauf que même s'ils en sont satisfaits par le discours, la pratique, elle est loin d'être mise en alerte. Et pourquoi la pratique est loin d'être mise en alerte? Pourquoi les textes ne sont pas respectés? Parce qu'ils parlent de paradigmes. Parce que les paradigmes intellectuels de bon nombre de Camerounais ne sont pas des paradigmes de paix, ne sont pas des paradigmes à la cohésion. Et en ce sens, moi j'interpelle les organisations de la société civile qui se contentent juste d'accuser l'État, mais qui ne produisent pas des nouvelles valeurs et des nouveaux paradigmes, qui ne produisent pas des contre-emplois à la violence. Ce n'est pas ces sociétés qui vont produire le travail. Mais il me rappelle que dans la lutte de l'ANC contre l'apartheid, qui était un des régimes les plus violents de l'histoire, il y a eu des choses qui se sont développées, qui ont permis de fabriquer le nouveau citoyen sud-africain. Et ces choses se sont développées dans les quartiers, dans les villes. Elles se sont développées dans des alternatives autres pour fabriquer de nouveaux citoyens. Aujourd'hui, la plupart des citoyens du monde sont fabriqués à travers les violences du monde. Donc, quelqu'un peut prendre sur lui de violer une gamine de 8 ans, de demander des rançons, etc. Mais ça existe dans tellement de pays. Moi, je suis parfois les séries télévisées où on apprend des crimes terribles. Je ne justifie pas l'insécurité gouvernementale. Mais je dis que pour trouver une solution à un problème aussi grave, ne nous limitons pas à la factualité d'un seul être ou d'un seul acteur. Personne n'a fustigé l'État. C'était une question pour savoir Attendez, Amadine, excusez-moi de vous interrompre. Ce n'est pas fustiger l'État ou pas qui m'intéresse. C'est de stigmatiser la causalité pour un seul acteur. Non, parce que finalement, vous réduisez ma pensée à ici on fustige l'État, la bande. Déjà, vous ne savez pas je suis pas, mais je ne suis pas d'accord. Vous avez jugé ma question, vous l'avez condamnée. Non, je ne condamne pas de question. Ce que j'ai respecté. Amandine, excusez-moi. Je ne condamne. Vous ne pouvez pas m'imposer une idée en affirmant que en posant ma question, c'était ce que je pensais. Je ne condamne pas. Je ne condamne pas votre question. Je condamne l'interprétation de mes réponses. Je ne peux pas me permettre de vous condamner, comme vous ne pouvez pas vous permettre de me condamner, parce qu'on est dans un débat pluriel où chacun exprime son point de vue. D'accord ? Donc je ne vous condamne pas ou je ne vous approuve pas. J'exprime mon développement sur une question que je considère capitale et ce n'est pas le référendum. D'accord. Responsabilité partagée pour Suzanne Kalalobé. Haïti Abena, on va faire un dernier tour de table. Déjà ? Il faut rappeler que aucun pays, dans tous les pays au monde, il y a de la criminalité. Mais c'est le taux et c'est comment adresser la problématique. C'est ça qui fait défaut au Cameroun. Aujourd'hui, on adresse mal la problématique et on est en train de verser l'huile au feu, c'est ce que je dis.
Vous ne pouvez pas laisser votre jeunesse exposée ainsi aux jeux de hasard, aux débits de boissons. On vend le tabac en détail. Comment vous pouvez accepter ça dans un pays qui se veut émergent à l'horizon 2035? Donc, vous ne pouvez pas dans des villes qui ont déjà une démographie de l'ordre de 3 millions chacune comme Douala et Yaoundé, ne pas avoir un système de transport en commun. Pourtant, les années 80, nous sommes nés dans ces grandes villes. Le transport en commun va, d'une part, automatiquement régler le problème de l'insécurité. Le ministre de l'administration territoriale a pointé du doigt les agresseurs supposés qui sont les mototaxis, certains mototaxis. Sauf que dans d'autres pays, on a ces tramways, on a ces métros, mais on a toujours ces mêmes C'est pourquoi on parle de taux de criminalité. Aucun pays n'a un taux de criminalité zéro. Aucun pays. Mais maintenant au Cameroun, les années 80, il faut regarder comment le taux de criminalité était maîtrisé, les années 90. Pourquoi maintenant? Ce sont les causes. Il faut attaquer ces causes. Il y a un problème d'abord de corruption. Vous ne pouvez pas aujourd'hui arrêter des bandits de grand chemin. Le lendemain, ils viennent vous narguer, ils sont sortis, ils sont dans des boîtes de nuit, etc. Donc, nous disons quoi? Nous disons que il y a une responsabilité qui est partagée, mais celle de l'État prime. C'est elle, cette institution étatique, notamment à travers son gouvernement, et qu'il y a des élus qui nous ont promis l'amélioration de nos conditions de vie. Donc, en premier chef, le chef de l'État, ensuite les députés, les sénateurs, ils ont dit qu'ils vont améliorer nos conditions de vie. Il y a des budgets qui sont votés. Eux-mêmes disent que nous avons besoin de ci pour la police, de ci pour l'armée, de ceci pour les forces peut-être de maintien de l'ordre. En retour, nous n'avons pas cette sécurité, donc on doit questionner les responsables en leur disant il faut retrousser les manches parce que nous, citoyens, si cette insécurité continue, il ne faudrait pas que nous soyons dans ce no man's land où vous allez voir encore ce qu'on appelle la justice populaire. Nous sommes contre ça, raison pour laquelle l'État, qui a donc les prérogatives, la force de coercition, doit se mettre en branle, afin en sorte que la question économique puisse résoudre ce problème, ce marasme, cette crise sociale. Vous ne pouvez plus continuer à laisser votre jeunesse diplômée avec BTS et licence aller faire de la mototaxi. Vous ne pouvez plus laisser que tout soit importé, même le cure-dent. Vous croyez que ces jeunes qui sont diplômés vont trouver les emplois? Non. Il faut donc que notre modèle économique soit inversé, qu'on produise ce qu'on consomme, ça va créer des emplois, des valeurs ajoutées, ça va occuper ces jeunesses qui ne sera plus donc à la merci des jeux de hasard pour aller chercher des revenus en agressant les nobles citoyens. On est dans un contexte économique où un État se doit quand même de fonctionner économiquement parlant, d'où ce que Suzanne disait tout à l'heure avec les multinationales qui s'installent avec leur business, notamment les jeux de paris sportifs. Et là, de l'autre côté, on se tourne vers la société et sa responsabilité également, le parent à la maison, puisque c'est notre réalité pour le moment. Avant de pouvoir produire nous-mêmes et consommer, notre réalité est telle qu'il faut faire avec. Le parent, le citoyen lambda, qu'est-ce que lui fait à son niveau pour éduquer son enfant et pour qu'il ne sombre pas et devienne un... Il cherche l'emploi. Le parent est d'abord désœuvré, il cherche l'emploi. Il n'a pas le temps d'éduquer. Aujourd'hui, il y a des familles monoparentales. La télé, c'est l'hyper-représentation de la violence. C'est pourquoi nous avons demandé qu'il y ait des signatures jeunesse. Il n'y en a pas au Cameroun. Vous voyez un programme, tout le monde se partage la télécommande, les papas, mamans, enfants, etc. Pourtant, il faut adapter les programmes en fonction de l'âge de l'enfant. Aujourd'hui, on nous bombarde même ces idéaux LGBT qui sont diffusés dans plusieurs médias en clair ou même en payage. Donc, nous disons non à cela. Et le gouvernement qui est responsable, puisqu'il y a une loi sur la communication sociale au Cameroun. Il y a une loi notamment qui régit les activités des entreprises audiovisuelles. Donc, il faut faire appliquer la loi fermement. On avait promis la TNT aux ménages à faible revenu qui devait avoir des chaînes locales avec des contenus made in Cameroun. Où est passé le projet TNT? Plus de 27 milliards. L'affaire pendante au niveau du TCS, le tribunal criminel spécial au Cameroun. Il faut que les responsables rendent compte et rendent gorge. Donc voilà les problèmes. C'est qu'il y a des projets qui sont pensés, il y a des moyens qui sont débloqués, mais in fine, c'est comme si c'était une tromperie sur la marchandise. Nous disons non à cela, raison pour laquelle on interpelle le gouvernement et le chef de l'État à faire bouger les lignes. Vous ne pouvez pas laisser des milices en pause pendant 19 ans, croyant qu'il y aura un dynamisme, il y aura une évolution. Il y aura plutôt
comme on le dit, de l'inertie et ça va créer cet environnement que nous vivons où chacun veut avoir sa part du gain et le gain facile, passer donc par les jeux de hasard, passer par la consommation de stupéfiants, passer par les agressions. Suzanne? Non, mais je ne peux pas être d'accord avec ce développement qui, à mon avis, nous enferme dans ce que j'appelle une non-solution. Je ne peux pas nier la part de responsabilité de chaque acteur. Mais vous êtes des acteurs de la société civile et vous parlez d'un déplacement de paradigme. L'un des paradigmes que nous devons déplacer, c'est de nous positionner seulement comme des victimes de l'irresponsabilité de l'État. Il faut qu'on se pose aussi comme des acteurs qui avons une responsabilité dans ce que j'appellerais l'irresponsabilité de l'État. Parce que toute société se construit dans un rapport de force, de valeur et de paradigme. Dans une proposition. Moi, je n'accuse pas le parent en tant qu'individualité. J'accuse les structures socio-religieuses, socio-culturelles qui produisent, elles aussi, des individus qui ont une charge dans la société. Ok, il y a tous ces jeux de valeurs. Il y a les, comment vous appelez ça, les paris, etc., etc. Tout ça. Sauf que, en face de ces jeux, il n'y a pas d'autres propositions pour que le jeune ne se tourne pas que vers cela. Les seules propositions, c'est d'aller à l'église chaque dimanche et de prier chaque soir. Or, les jeunes, comme les vieux, ont besoin d'activités innovantes, d'activités qui les stimulent. Je parlais encore une fois de l'Afrique du Sud. Je me rappelle que quand j'ai commencé à lire les ouvrages à propos de l'ANC, c'est que l'ANC avait créé, un peu comme les églises chrétiennes à un moment donné, des instances, des lieux où on apprenait d'autres valeurs, où on apprenait à aimer les autres, où on apprenait à défendre la paix, où on apprenait à défendre... Or, ces valeurs sont en décrépitude, parce que vous êtes trop intéressés à dénoncer le gouvernement qui nous anime. Dénoncez-le, il n'y a pas de problème. Mais proposez des alternatives qui ne sont pas simplement que le gouvernement doit faire son travail, alors qu'on sait très bien pourquoi il ne le fait pas aujourd'hui. Et je répète que même dans les instances soi-disant développées, où il y a une excellente technologie, la pluie de violence qui s'abat sur nos sociétés et qui nous fait vivre ce que vous connaissez, eh bien, elle est un peu trop forte et il faut qu'on réagisse. Armand? Oui, peut-être, en fait, j'écoute attentivement Suzanne, mais dans son développement, j'aimerais justement lui dire que la société civile qui s'efforce à pouvoir justement développer cette alternative-là subit également la violence de l'État. Parfois, il y a des initiatives, notamment d'éducation citoyenne. On a organisé dernièrement des débats citoyens dans des quartiers qui se sont vus interdits par justement les forces de maintien de l'ordre et tout, alors que justement ces éléments ou bien ces espaces participent effectivement à construire cette valeur et justement à développer le rapport de force dont vous êtes en train de dire. Ce rapport de force-là est constamment tué par justement la violence et la forte violence de l'État qui est en face. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on ne voit pas suffisamment les effets ou bien l'impact des actions de la société civile. Voilà, le temps nous tient par la gorge. Je sens qu'il y a encore beaucoup à dire. Malheureusement, 30 minutes, c'était pas assez. Oui. Malheureusement, il faut qu'on s'arrête là. La recrudescence de la criminalité, de l'insécurité au Cameroun, mythe ou réalité. Nous espérons que ce débat, cet échange entre nos panélistes vous a édifié. Mesdames, Messieurs, voilà qui met un terme à cette édition de votre Prime Time. L'actualité se poursuit sur Dash News et sur nos différentes plateformes digitales.